Nous sommes dimanche et il est 21 h, c'est l'heure de l'invité de la rédaction sur Dash Media, La Voix de l'Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs. Nous avançons pas à pas vers les élections sénatoriales camerounaises qui auront lieu ce 12 mars 2023 afin d'élire au suffrage 70 des 100 membres du Sénat camerounais. Chacune des 10 régions du pays est représentée par 10 sénateurs, dont 7 élus par un collège électoral composé des membres des conseils municipaux et régionaux. Les 3 sénateurs restants de chaque région sont nommés par le président de la République, Paul Biya. Les sénatoriales 2018, par ailleurs, ont vu la victoire écrasante du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir depuis 1982, qui remporta ainsi 63 des 70 sièges élus par les conseillers municipaux du pays. Les 7 restants revenaient au Front social démocrate, le FSD, le principal parti d'opposition. Rappelons que lors de ce scrutin, le président Paul Biya a nommé 30 sénateurs, tous membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À quoi s'attendre pour la 3e mandature sénatoriale au Cameroun? C'est la question que nous nous posons et on fait le bilan tout à l'heure avec notre invité. A tout de suite, on se retrouve juste derrière pour la suite de cette émission. De retour sur le plateau de votre émission, l'invité de la rédaction sénatoriale 2023, on fait le bilan avec un ancien sénateur suppléant, député honorable Samuel Dieudonné Motte. Bonsoir. Bonsoir Madame Balin. D'entame, monsieur sénatorial 2013-2018, que prévoit 2023? Que prévoit 2023? On attend l'élection. Si vous voulez anticiper par rapport aux gens qui seront élus, pas élus, il faudra laisser que le scrutin se déroule. Après, par rapport à une élection envisagée, il y aura un Sénat qui sera mis en place, qui va continuer à vaquer à l'ensemble de ses obligations constitutionnelles qui lui sont dévolues. Et la vie républicaine va continuer à suivre son cours. On est là à une étape, effectivement, c'est la 3e élection du genre que nous organisons au Cameroun. Déjà, nous pouvons espérer qu'il va se passer dans de bonnes conditions. Avec, pour première innovation, tout le collège électoral il est là. Avant, on avait fait avec un collège partiel, même si on n'était pas dans l'illégalité, puisque la loi prévoyait bien que, en attendant que soit mis un certain nombre d'autres institutions. Justement, j'en venais, c'est la première fois après 2 mandatures que le collège est réuni et complet. Une innovation pour le processus électoral au Cameroun? Disons que ce n'est pas une innovation. Tout simplement, je voudrais préciser qu'on était toujours dans la légalité. Et comme nous aimons faire les choses dans le bon ordre au Cameroun, lorsque, au sortir de la tripartite en 1991, on a demandé de mettre en place cette institution-là, on a bien précisé que le collège électoral était constitué non seulement des conseils municipaux, mais également des conseils régionaux. Et vous voyez très bien, on fait tout en prudence et là également tout en sérénité. On a dit, en l'absence des conseils régionaux constitués, on pourra éventuellement faire une élection, on pourra valablement faire une élection. Une absence qui a duré quand même de 91 à 2023. On pouvait valablement faire une élection en s'appuyant uniquement sur le collège qui était constitué des conseils municipaux. Maintenant, vous êtes là, vous relayez une certaine récrimination qui nous a été faite pendant très longtemps. Mais là également, je veux dire, les transformations se font. Là je ne relève pas une incrimination, je me base sur des faits. Oui, c'est une question que vous posez, que vous relayez. Les choses également doivent se faire dans le bon ordre. Et vous voyez très bien les gens, la plupart des gens qui décident. Nous sommes dans le bas peuple, nous sommes des militants, nous sommes des citoyens. Très souvent, les contingences qu'il y a à mener une vie publique, très souvent, on ne l'a pas intégré. Vous voyez très bien que là, à partir du moment où on a commencé à parler des régionales, il y a une certaine résurgence du repli cantonal, du repli identitaire qui s'est opéré, qui était connu des gens qui, effectivement, avaient pris cette décision en 1995 en disant que ça va être institué. Et donc là également, les gens estiment qu'on a perdu du temps. Je pense qu'en ce qui me concerne, la République suit son cours normal, chaque chose a son temps et dans le bon ordre, et éviter effectivement que dans une certaine précipitation, que les choses puissent évoluer. Et les choses évoluent bien. 10 600 conseillers municipaux, 870 conseillers régionaux en exercice, soit un total de 11 470 grands électeurs, un peu nombreux pour élire 70 sénateurs, vous ne trouvez pas?
Oh non, non, non. Nous sommes 30 millions à élire un seul président de la République. Donc là, on est de l'ordre de milliers. Non. Il faudra d'ailleurs, en réalité, bon, c'est peut-être une élection qui se passe avec un grand collège d'électeurs. Mais il vaut mieux, quand on fait une consultation, il faut qu'elle soit le plus large possible. Dans le cas d'espèce, on a estimé que c'était une élection qui ne pouvait pas se jouer au niveau des populations. On a plutôt réduit l'éventail. Mais quand on fait une consultation, il faut qu'elle soit la plus large possible. Dans le cas d'espèce, on est large, puisque c'est ça que la loi prévoit. On sera exhaustif, puisque l'ensemble du collège est actuellement en place. Et on espère que là, on pourra faire une élection propre. Honorable, en votre qualité, pouvez-vous nous rappeler brièvement les conditions fixées par la loi électorale et appliquées par l'ELCAM lors de la sélection des candidats? Oh, je crois qu'il y a des problèmes d'éligibilité qui sont d'ailleurs du domaine du commun. Il ne faut pas être condamné, il faut avoir, je sais pas, 40 ans pour pouvoir... ça, il faut jouer de ces droits civiques, déjà, premièrement, pour être électeur et éligible en même temps. Une fois que vous avez l'ensemble de ces droits-là, vous pouvez valablement construire votre dossier. Sous réserve également, là aussi, ça passera par le tamis des partis politiques, puis c'est des partis politiques qui vous présentent. Il faudra, à l'intérieur, ils font des tri pour savoir effectivement qui est-ce qu'ils présentent. 32 dossiers de candidature déposés par 13 partis politiques, 22 validés après examen dans le sud et le sud-ouest, 14 candidats et tous du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Concurrence déloyale ou pas? Tous, ça veut dire quoi? On a validé également les candidatures dans certaines régions. Oui, le RDPC est le seul parti à avoir 14 candidats dans le sud et le sud-ouest. Dans le sud et le sud. Oui. Dans le sud et le sud-ouest. Non. Pourquoi? Je veux dire, nous sommes tout simplement là pour faire preuve de ce que nous sommes représentés. On n'est pas un parti de région. Nous sommes un parti national et nous mettons un point d'honneur à ce que nous ayons des candidatures partout. Et d'ailleurs, de toute façon, vous avez bien vu. Si les autres, effectivement, ne le font pas, c'est parce qu'ils ont des difficultés. Oui, voilà. Mais les 14 candidats sont d'office et sont d'office élus. Sont d'office sénateurs. Pourquoi ils sont d'office sénateurs? Parce que le RDPC est le seul parti présent dans ces deux régions. Pourquoi c'est le RDPC? Non, pas le seul parti présent. Il se passe tout simplement que dans la plupart de ces régions-là, nous avons la maîtrise du terrain et nous maîtrisons d'une certaine manière, le collège électoral. Le collège électoral formé de conseillers municipaux, nous contrôlons la plupart des conseils municipaux de la région. La plupart également des conseillers régionaux sont issus de nos rangs. Vous n'allez pas nous le reprocher. Le principe le principe d'une élection, effectivement, c'est de faire campagne, de se faire élire ou de se faire battre, mais personne ne souhaite se faire battre. À partir du moment où on est dans ce champ-là, à condition toutefois que l'on reste dans l'esprit républicain, il vaut mieux avoir un gain pour soi qu'une perte. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, dans ces cas-là, vous me signalez que nous sommes les seuls partants dans ces endroits. Oui, ça fait 14 sénateurs de capitaliser. C'est tant mieux pour nous. Oui, un avantage qui est justement en votre faveur, d'où ma question, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas déloyal, parce que vous savez dire c'est déloyal. Non, c'est pas déloyal. Non, je vous ai posé la question. Oui, mais vous me posez la question, oui. Vous me posez la question, vous savez c'est déloyal, ce n'est pas du tout déloyal. Écoutez, quand vous faites une course, vous vous alignez sur le starting block pour perdre après? Non. La seule chose qu'on vous demande à vous, c'est que vous allez le faire à force égale, dans les règles, et éviter, par exemple, de faire un concurrent à un concurrent éventuel. Si vous courez plus vite que les autres, vous n'allez pas dire une fois que j'ai gagné, non, vraiment, je suis pris de beaucoup de sympathie pour telle ou telle personne, il faudra le laisser passer. Et là, il doit même vous dire, si je suis dans une course avec vous et que vous êtes gagnante, ne venez pas après pour vous dire qu'il faudrait bien qu'on me favorise pour qu'il soit à la votre place. Non. Ce ne serait pas juste. Non, ce serait très injuste. Ce ne serait même pas galant, à la limite, ce ne serait même pas digne. Voilà, c'est même le bon terme. Ce ne serait pas digne que parce que par empathie pour moi, par sympathie, vous avez décidé d'être déclassé. Mais en politique, il n'y a pas de sympathie, honorable. Nous n'avons pas parlé ici de sympathie. Est-ce que je vous parais sympathique? Non. Non, il y a beaucoup de sympathie. Et d'ailleurs, dans ce monde-là, c'est le monde des idées, par essence. Oui. Notamment quand on a intégré les règles. C'est le monde des idées. Mais tous les partis ne partagent pas forcément les mêmes idéologies. Et tant mieux. Et tant mieux. Oui. Pourquoi vous voulez que il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Pourquoi vous voulez que tout le monde soit communiste? Pourquoi vous voulez que tout le monde soit capitaliste? Et pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des gens qui soient un peu capitalistes, un peu communistes? Non, c'est le brassage de tout ça, effectivement, qui fait la richesse de la société, qui fait également qu'on sort très souvent de la morosité, comment dirais-je, de quelque chose que l'on voit tout le temps. Voilà, il faut que les choses bougent.
des nouveautés, ça nous éveille la conscience. Le fait que l'on puisse changer, de temps en temps, ce n'est pas une mauvaise chose. Et nous ne sommes pas du tout contre. Maintenant, revenons à notre débat. Combat de titans entre le RDPC et l'UNDP dans 4 régions sur 10, notamment l'Adamawa, l'Est, l'extrême nord et le nord. L'UNDP a-t-il ses chances face au parti au pouvoir? Mais bien que là, moi, ça vous excite beaucoup. Non. Non, mais bien sûr, non, mais il faut s'en satisfaire. C'est très bien qu'on ait de la candidature, des gens qui se challengent. Qui combattent, enfin, pas le terme combat me semblait un peu fort, oui, mais qui compétissent dans ce cadre-là. Si demain ou après-demain, parce que nous devons flancher quelque part et que l'UNDP sort vainqueur, à la loyale, le républicain que je suis ne pourra que les acclamer en disant que très bien, vous avez mené une campagne plus dynamique que la nôtre. J'espère que la prochaine fois, à la fin de ce mandat-là, nous pourrons revenir à la charge. Non, on n'est pas. Et c'est très bien, effectivement, parce que vous pensez que quand on parle de la démocratie au Cameroun, c'est tout simplement pour faire joli, joli. Non, nous y croyons. Nous y croyons, parce qu'à travers cette démocratie-là, on voit très bien qu'il y a des lignes qui bougent. Il y a souvent voilà, des progrès qui Le Cameroun est un État démocratique et ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Mais maintenant, je voudrais bien savoir pourquoi le rassemblement du peuple, le rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, est le seul parti qui est représenté dans les 10 régions du pays. C'est bien ce que vous expliquez. Déjà, premièrement, on a un maillage territorial intense. Quand vous parlez de RDPC, dans mon petit village où j'ai passé la nuit tout à l'heure, moi, c'est ce que c'est. Allez les dire, l'UNDP, vaguement, ils ont entendu parler comme ça. Nous avons des militants qui vivent à cet endroit-là. Donc, naturellement, quand il y a une représentation à assurer, là, dans le corps social, la plupart des gens que l'on va trouver, ce sera nous. Maintenant, on devait avoir pour objectif principal d'avoir ce maillage territorial. Parce que dans le Cameroun aujourd'hui, qui est fait d'ethnies, de régions, si vous avez un parti qui s'inclut dans une région, on va très vite lui faire un jugement en régionalisme, en repli identitaire. Il faut mieux avoir un parti national qu'un parti régionaliste. Parce que dans ce régionalisme, qu'est-ce qui ressort par la suite? C'est peut-être la notion de tribu, qui est sociologiquement justifiée dans notre contexte, mais qui sera préjudiciable pour la République que nous voulons bâtir demain ou après-demain. Vous n'allez pas nous faire de reproches maintenant de faire des efforts pour tapisser tout le territoire camerounais, pour avoir ce maillage-là. Il faudrait également que les gens nous imitent et qui viennent également dans cette dynamique-là. Il faut convaincre le peuple. Oui, oui, et le RDPC a convaincu le peuple. Nous essayons de convaincre le peuple. Nous essayons de convaincre le peuple, mais je peux vous dire également que je peux vous suivre à tout se convaincre parce que quand vous regardez au fil du temps les résultats que nous avons pu engranger, on a eu des petites difficultés en 1992, ça tout le monde l'a remarqué. Bien Après, sûr. Maintenant, on est remonté en puissance avec une politique et une stratégie inspirée du président de la République, son Excellence Paul Biya. Oui, effectivement, nous avons... Une puissance qui se voit bien puisque vous avez 90% des sièges dans la Chambre haute sortante. Oui, nous avons 90%, effectivement, du fait de l'élection. Mais là également, je peux même vous dire, parce que là, vous me dites, vous, au sud, au nord-ouest, vous êtes les seuls à être représentés. Vous savez, les autres, c'est vrai qu'ils viendront au débat. Les autres, c'est vrai qu'effectivement, il faut que d'animer la place publique. Les autres, effectivement, la démocratie en a besoin. Mais sincèrement, ont-ils vraiment une chance de gagner une élection pour lequel ils n'ont pas de contrôle des électeurs qui viendra par la suite? Mais je peux également comprendre qu'un certain nombre d'entre ces partis-là sont rentrés dans cette bataille-là, dans cette dynamique-là de présenter des candidatures en disant « Ah, vous savez, à l'Ouest, il y a quelques années, le RDPC a eu ça se disqualifier parce qu'effectivement, le dossier était incomplet. Donc, je vais tenter ma chance. » Bon, la politique, ce n'est pas de la loterie, hein. C'est un rationalisme. Après, maintenant, les jeux des acteurs, comme ils sont très nombreux, vous ne pouvez pas préjuger de ce qui sera demain ou après-demain par rapport aux résultats. Mais en réalité, il faudrait avoir un socle important pour ne pas donner l'impression de ce qu'on est dans l'aventure. Et le RDPC a sans doute ce socle important? Nous avons ce socle important. bâti au fil des années, bâti au fil des batailles, bâti également du fait de l'abnégation des petites personnes comme moi, comme ça, qui fait le tour d'une camp pour pouvoir leur dire tout compte fait. Nous avons tous des difficultés au quotidien, mais après tout, la vie, déjà, premièrement, Madame Bala, elle est merveilleuse, mais dans le cadre de ces merveilles-là, l'État essaie également de vous apporter un certain nombre de commodités pour alléger vos conditions de vie. On n'y arrive pas souvent, on n'y arrive pas tout le temps,
mais au moins des efforts sont faits. Et puis l'État fait face à des difficultés qui sont palpables et réelles. Absolument. 70 sénateurs élus, 30 nominés par le chef de l'État. L'avantage n'est-il pas en faveur du RDPC lorsqu'on sait qu'en 2018, les 30 sénateurs qui avaient été élus par le président, qui avaient été nommés, autant pour moi par le président, étaient tous membres du parti au pouvoir? Ah non, 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 là vous vous trompez. Et d'ailleurs, non, effectivement, c'est pour vous dire qu'en réalité, les gens, déjà la tripartite, qui voudrait que l'on mette en place le Sénat, mais également le législateur qui, au moins de le mettre, il dit il y a 70%, il y a 70 qui seront nommés, 70 qui seront élus, 30 qui seront nommés. Après, maintenant, les gens disent, oui, mais écoutez, pourquoi sont-nous ce privilège au président de la République de nommer? Ça peut être contestable sur le plan... Non, je ne discute pas ce privilège. Attendez, je viens à votre question. Je viens à votre question. C'est totalement inadmissible que l'on donne au président de la République de le faire, c'est d'autant plus qu'il y a séparation des pouvoirs. Très bien. Mais cette disposition-là, à l'analyse, démontre que tout peut se faire en équilibre et on peut, à travers cette nomination, essayer de rattraper un certain nombre de choses. Vous-même, vous faites plus ou moins, quand vous faites l'état de lieu, incontestablement, je pense, je l'espère, que nous allons avoir les 70 sénateurs. Ce ne serait pas très chic d'avoir 100% des sénateurs DPC. Et c'est dans ce cadre-là, très souvent, dans le cadre de la nomination. Ce ne serait pas très chic, surtout très démocratique, je pense. Oui, mais très souvent, le président de la République, son excellence Paul Biya, est parti chercher à l'UNDP pour nommer. Il est parti chercher au MDR pour nommer. Il est parti chercher dans tel ou tel autre parti qui se réclame de l'opposition pour nommer. Au moins pour créer un climat de débat à l'Assemblée nationale. Vous voulez dire qu'il n'a trouvé personne? Non, c'est pas qu'il a... Non, mais Pierre Fabre-Ngaya, d'Akole Daïsala... La dernière mandature, monsieur, ce sont des faits honorable. Oui. En 2018, tous les 30 sénateurs nommés par le chef de l'État. Non, c'est une mauvaise information. C'est pas une mauvaise information. Peut-être, à la limite, on vous a dit peut-être apparenté, parce que, à l'évidence, effectivement, fait partie de, comment on appelle ça, la majorité présidentielle, le MDR, mais il n'en reste pas moins que c'est un parti d'opposition. Dakole Daïsala a été nommé dans ce cadre-là. En ce qui concerne également Pierre Fabre-Ngaya, qui est de l'UNDP, il a été nommé par le président de la République. Je doute que mes informations soient fausses. Je doute que ma source soit fausse, mais je vous répète que les 30 sénateurs nommés à la dernière mandature sénatoriale peut-être on a dû vous suggérer, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On a dû vous suggérer que c'était tous de la majorité présidentielle. Encore que je laisse le soin que l'on revoie encore les informations, je crois qu'on est même allé au-delà de cette majorité présidentielle. Non. Très souvent, ça permet de rattraper. Et d'ailleurs, j'ai une histoire très cocasse par rapport à 2000, je crois que la première mandature, c'était 2013. Oui, 2013. Il y a un de mes collègues aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui s'appelle Adamou Koupit, qui était dans l'UDC et qui s'est fait nommer sous son hurlement de quelqu'un qui a été écorché vif, qui a été nommé sénateur suppléant. Et effectivement, il a décliné l'offre, mais... il a été nommé dans ce cadre-là, dans le cadre effectivement de Oui, là vous parlez de 2013, moi je vous parlais de 2018. Les deux. Quoi qu'il en soit, quels sont les nouveaux visages du RDPC dans ces sénatoriales? Brièvement. Je voudrais saluer avec beaucoup d'amitié et beaucoup de plaisir l'arrivée du professeur Boyoma Sala dans cette institution-là, qui est un ami. D'ailleurs, il m'avait caché sa candidature quand je l'ai vu, j'étais très, très content de voir effectivement qu'il peut venir à côté de nous animer ce débat. Rappelons que le professeur Charles Bolemo Assala est le communicant, le patron des communicants. Le porte-parole, le patron des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ancien directeur de l'ESTIC. Oui. Qui a vu passer, je peux imaginer que vous êtes passé entre ses mains. Bien sûr. Tant mieux pour vous, parce que c'est un professionnel de très haut vol. Au passage, nous le remercions donc pour la transmission de beaucoup de valeurs à la jeunesse, notamment moi-même diplômée de cette grande école. 50 partis existent dans le pays et seuls 13 ont décidé de compétir. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Oui, mais parce que très souvent les gens savent que, dans le cas d'espèce, c'est dire que les jeux sont faits, donc ce n'est pas la peine. Les autres, là, je peux vous assurer, d'expérience. Les jeux sont faits. Non. On connaît le corps électoral. Oui. Là, c'est pratiquement des certitudes. Ils sont libres. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'isoloir. Mais la plupart de nos militants, il y aura peut-être 2 ou 3 que l'on va perdre ici ou là. Ça ne pourra pas pousser à basculer la majorité. Mais je vous assure, en 2018, là,
Ça a joué en faveur du SDF. Le SDF était représenté au Sénat tout simplement parce que nous avons monté une liste qui a été contestée, refoulée par par la suite. Et donc, comme on nous a disqualifiés, naturellement, nous avons demandé à ce que en toute responsabilité et dans un cadre totalement républicain, nous avons demandé que l'ensemble de nos conseillers municipaux puissent apporter leur suffrage aux candidats du SDF qui étaient présents à ce moment-là. Revenons au Sénat, proprement dit, cette institution assez silencieuse, on n'en entend pas beaucoup parler, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, quelles sont les décisions qui y sont prises, comment est-ce que cette institution est-elle gérée? Madame Bala, il n'y a pas, depuis 2013, il n'y a pas une seule loi qui vous parvient à vous, qui vous contraint à faire quelque chose que ce soit, ou alors qui vous donne droit à exercer telle ou telle chose qui ne soit passée par le Sénat. Donc la vocation également, c'est pour légiférer. Oui. Au départ, c'est pour légiférer. Mais j'ai demandé comment elle est gérée, cette institution. Quelle est la gestion du Sénat, proprement dit? Qui gère, qui organise? Non, mais vous avez un président et vous avez un secrétaire général. Oui. Alors, bon, je pense que la gestion interne, c'est pas... Est-elle transparente? Non. Oui, elle est transparente. Bon, maintenant, si vous avez des éléments qui vous poussent à penser qu'elle n'est pas transparente, mais je pense... Non, je ne fais que vous poser des questions. En plus, je pense que c'est plus ou moins géré dans les mêmes conditions que l'Assemblée nationale. Non. Et puis, nous, les députés, à la limite, je peux vous assurer qu'on ne doit pas... Ça ne doit pas être une préoccupation pour nous de savoir quel est le niveau de la gestion administrative. Même les présidents de ces institutions-là s'y intéressent un peu moins. Tout simplement parce qu'on connaît très bien notre fonction. Et vous avez vu que là aussi, quand on a dit qu'on a nommé un secrétaire général, c'est pour nous débarrasser de cette paperasse-là qui nous compliquerait la vie au quotidien. Nous sommes là, effectivement, des hommes politiques pour pouvoir faire en sorte que l'institution continue à vivre, pas sur le plan de la gestion, mais sur le plan également d'une institution qui légifère. En 10 ans, la Chambre haute du Parlement camerounais n'a connu qu'un seul président, justement, vous en parliez. N'est-il pas temps pour un changement? Ça pourra changer, mais ce que je refuse, c'est qu'on fasse des dénis de faciès aux gens. Ah, tu es trop vieux, tu ne peux pas. Tu es trop jeune, tu ne peux pas. Tu es de telle localité, tu ne peux pas. Non, naturellement. Si les gens se sentent en capacité de pouvoir remplir une fonction, ils sont éligibles, ils sont électeurs. Droits fondamentaux. Bien sûr. De quel droit vous allez dire... Avec lequel nous sommes tous d'accord. Voilà. De quel droit vous allez dire à quelqu'un que tu n'as pas le droit de te représenter? Mais est-ce que vous pensez qu'à 90 ans passés, on est encore apte à gérer une institution étatique comme le Sénat du Cameroun? J'ai la soixantaine. Je ne peux pas répondre pour les gens qui ont 90 ans. Je sais que de temps en temps, actuellement, quand je me réveille, j'ai des petits bobos liés à mon âge. Mais je ne vois pas comment un jeune homme de 25 ans va me disqualifier à faire du travail pour lequel j'ai une ambition, pour lequel j'ai une motivation. Après, maintenant, vous posez la question pour savoir si effectivement ils le font. Non, je vous pose la question ce que je voulais vous dire, non, mais je vais répondre à votre question. Je vais vous répondre. Moi, je n'évite pas de questions. Le Sénat ne s'est pas écroulé en 10 ans. Oui. Nous en sommes tous témoins. Ça veut dire qu'il a été tenu. Mais en même temps, écoutez, peut-être il faut faire de votre âge tellement sensible au génisme. Les vieux, non, pas du tout. C'est pas une accusation. Oui, pas du tout. Les vieux. Mais à un moment, on pense tous qu'il faut peut-être passer la main. Oui, non, mais ça se passe. Ça va se passer tôt ou tard. En votre temps. Mais ces gens-là... Oui, mais ces gens-là ont quand même une certaine expérience. On a vécu une scène qui va rentrer dans les annales de l'Assemblée nationale ces derniers temps, dans lequel, effectivement, il fallait que le très honorable Kabaïgué lui monte au créneau. Lui également, vous avez dû faire un procès en vieillesse. Mais c'est cette personne-là qui nous a menés comme ça, alors qu'on pensait que les sociétés a fait ses faces à l'exécutif. Il est sorti de nulle part pour pouvoir lui dire, voilà le chemin qu'il faut suivre. Effectivement, quand il a pris ces décisions-là, une autre personne à mon âge n'aurait pas pu le faire. On voyait effectivement pour un certain nombre d'entre nous venir en disant que c'était là la solution, mais pour qu'on puisse avoir quelqu'un qui prend cet engagement fort-là, en disant que c'est ça la voie, même si elle contrarie un certain nombre d'acteurs, il n'y avait que lui pour pouvoir le faire. Et donc, il nous apporte. Après maintenant, ils ne marchent pas autant rapidement que nous, mais ils ont quand même encore des esprits assez vifs. Ils ont une certaine expérience que nous pouvons attendre qu'on nous transmette. En même temps,
Écoutez, les gens qui pensent qu'effectivement l'âge, c'est quelque chose d'important qu'il faut mettre chaque fois en relief, mais qui travaillent pour ça. Nous sommes dans une démocratie. Le jour où nos institutions seront pavées de genoux, des gens de 25 ans, 30 ans, n'aurez pas beaucoup de difficultés à nous mettre à la poubelle. Peut-être pas à la poubelle. Vous allez certainement nous demander assez gentiment de prendre notre retraite. Mais justement, il peut y avoir une transition très passive entre la jeunesse et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire, sauf qu'à votre rythme, au rythme des jeunes, parce que j'ai dit à votre rythme parce que vous allez parce que je vous accuse, au rythme des jeunes, on ne va pas vite. Non, il y a également... Mais attendez, il faut pas se décourager. Il ne faut pas douter de la vie. Il faut être tenace, persévérant. Même ce pouvoir-là pour pouvoir le prendre. Parce que si vous y allez en y mettant, c'est comme les Camerounais disent aujourd'hui, des organes, vous allez vous fatiguer assez rapidement. Vous devez analyser le milieu dans lequel vous êtes, comment est-ce que vous faites pour vous adapter, pour pouvoir être sûr que demain ou après-demain, vous allez remporter la mise. Les choses changent, les choses continueront à changer. Maintenant, il faut éviter de mettre les temps anciens en perspective, alors qu'en même temps, vous êtes demandé de changement. Entre moi, par exemple, qui ai commencé à travailler à 25 ans, 25, et les jeunes qui sortent aujourd'hui, qui trouvent le travail 30 ans après, parce que les conditions économiques sont plus compliquées, parce que vous êtes maintenant plus nombreux, il y a quand même quelque chose qui a changé. Quand on me prend en grippe en me disant, mais le président de la République, vous vous rendez compte, à 35 ans, il était déjà Premier ministre. Oui, il a été Premier ministre. Mais dans quel contexte? Là où on triait sous le volet un certain nombre de personnes qui avaient fait des enseignements supérieurs. Il a mérité ce poste-là parce qu'il n'y avait pas de la concurrence telle que vous l'avez. Alors votre drame à vous, ce serait de dire, je veux vivre en 2012 avec ce logiciel-là, en 2022-2023, avec ce logiciel-là des années 60. Il a changé. Aujourd'hui, vous devez vous préparer à plus d'adversité. Vous êtes plus nombreux à convoiter les mêmes choses, et donc il n'y a que les meilleurs qui passeront. Et très souvent, quand ils réussissent à passer, il faudra également qu'ils tiennent compte de leurs devanciers, en disant que c'est également, ça fait partie des gens que doivent intégrer dans ma démarche pour le progrès. Ils ne partiront pas comme ça. Moi-même, j'ai envie de continuer à être député. Pourquoi est-ce que vous voulez me mettre à la porte? Après, maintenant, si vous avez meilleur argument... Nous n'avons pas demandé de mettre les vieux à la porte. En plein milieu de la fête de la jeunesse, moi, en tant que jeune, en retirant ma casquette de journaliste, je dis merci au président de la République pour l'éducation au Cameroun, pour la professionnalisation qui de plus en plus est en marche. Mais est-ce facile de trouver du travail au Cameroun quand on n'est pas Ce n'est pas facile, mais vous voyez très bien que là... Oui, on n'est pas... Mais c'est bien ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, les conditions, non seulement l'économie est difficile, c'est la crise, elle est mondiale. Bien. Mais au Cameroun, il faut reconnaître que 70% de la jeunesse a des difficultés à trouver un travail. Madame Bala, une fois que vous avez fait ce constat, vous voulez démissionner? Non, vous devez continuer à cravacher. Bien sûr. Et ce que je dis d'ailleurs aux jeunes d'aujourd'hui, et c'est ce que je fais au quotidien. Ce que je continue à dire aux jeunes d'aujourd'hui, vous devez être créatifs. Nous, on l'a été moins. Parce que les conditions... Mais dès qu'on crée des sociétés, on nous met des bâtons dans les roues. Beaucoup d'entrepreneurs s'en plaignent. C'est un domaine que vous ne devez pas toucher. Là également, on a tendance à pleurnicher. Je suis expert comptable par ailleurs. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, ne parlez pas trop de ça. Les gens ont tendance à beaucoup pleurnicher. Il faut plutôt travailler. Il faut donner l'accent sur le travail. Mais revenons par exemple sur cette histoire-là de prendre en compte la composante jeune. Vous avez vu la circulaire de RDPC? Non, malheureusement. Dans le cadre sénatorial, il y avait des conditions qui ont été fixées. Au moins 2 femmes. Ah, Eva, vous êtes une dame. Au moins 2 femmes. C'est une liste de 7 candidats. Au moins 2 jeunes. C'est une liste de 7. Ça fait 2 femmes, 2 jeunes. Après, on donne 3 places pour les vieux. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a même pas été en mesure de respecter les critères. Parce que vous cherchez des jeunes, ils ne sont pas engagés. Vous cherchez des femmes, elles ne sont pas là. Et puis finalement, vous avez des listes comme celle, par exemple, qui vient du Vori, puis il n'y a pratiquement pas de jeunes. Ailleurs, on l'a respecté. Hein. Comme pour vous dire que notre parti, nous... Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'on est... La jeunesse est découragée, c'est pour ça qu'elle n'essaye pas? Mais vous n'avez pas le droit au découragement. C'est ça qu'ils sont en train de vous expliquer. Vous n'avez pas le droit. Parce que vous pensez qu'en plus, quand je vous ai dit qu'on trouvait facilement de l'emploi, à l'époque où moi j'ai commencé à le chercher, parce que c'était aussi facile que cela. Non, il fallait le mériter. Il fallait le mériter. Il fallait effectivement lutter contre l'adversité qui te faisait. Attendez, quand on vous met dans le taxi, et on commence à prier pour dire qu'il espère qu'il n'y a pas quelque chose qui va vous arriver. À la limite, même on vous dépose.
On ne m'a pas déposé quand je marchais des kilomètres à pied pour aller à l'école. Il y aura toujours de l'adversité. Après, maintenant, vous décidez soit de progresser en intégrant le fait qu'il y aura toujours de l'adversité dans tout ce que vous allez entreprendre, ou alors, c'est ça à payer. Dans votre cas, prenez conscience de ce que ce n'est pas seulement le fait du Cameroun. Partout ailleurs, c'est comme ça. Il y a très peu de richesses. Il doit y avoir très peu d'élus. Et je dois être parmi les élus. Qu'est-ce que je fais pour cela? Il y a des gens... Attendez, j'ai eu un débat avec... Il y a très peu de richesses. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature et regorge d'énormes... Pour les richesses que nous avons aujourd'hui, et de façon, non, écoutez, voilà, par essence, un besoin économique est par définition rare. Il n'y en aura jamais pour tout le monde. Par définition, il est rare. Attendez, Honorable Samuel Dieudonné Motte, vous êtes député également représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Douala. Comment se porte l'Assemblée nationale? Très bien, je suis content d'y être. Alors voilà, vous parlez d'adversité. Je suis candidat en 2007, au primaire de RDPC, pour que je puisse être élu député. À cette année que je puisse être à l'aise, au moins, j'avais la quarantaine, j'étais encore, voilà. Ben, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. En 2013, j'étais également candidat. Ah, ben, je n'ai pas pu. Mais vous avez été... sénateur suppléant. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Bon, je suis sénateur suppléant. Oui. Il croyait que vous allez... Non, ce n'est pas une victoire. Oui. Non, bon, mais au moins, prenons ça également positivement. Oui, bien ça sûr. veut dire que, ça voudrait tout simplement dire que par rapport aux efforts que vous avez faits, il y a une institution qui vous a reconnu. Vous estimez certainement, c'était mon cas, de ce que ce poste de sénateur suppléant là, vraiment c'était... Mais au moins, on vous a reconnu. Mais je pensais que vous allez dire que vous avez finalement été élu député 10 ans ou 15 ans plus tard. Oui, finalement. Mais c'est parce que je n'ai pas renoncé. Bien sûr. Et donc, ce n'était pas facile, y compris pour moi. Et la jeunesse ne renonce pas non plus. Tant Mais mieux. On veut être écouté. Tant mieux. On veut être soyez écouté, visible, on veut être accompagné. soyez visible, soyez lisible, soyez intelligible par rapport à tous les messages que vous diffusez. Ces messages-là qui ont tendance à dire on pleurniche sur telle ou telle chose qui n'a pas marché, ce n'est pas ça qui va vous faire gagner. Attendez, j'ai animé une causerie éducative avec des députés, non, avec des jeunes. Cette semaine à Yaoundé. Et puis il y a un qui se lève, il me dit, ouais, mais quand il s'agissait à l'époque d'aller au CM2, on passait tous, et de toutes les façons, j'étais parmi les meilleurs. Quand on est allé au bac, j'étais parmi les meilleurs. Sauf que quand au moins on commençait à aller à l'université, à ce moment-là, pour aller rentrer par exemple à l'ENAM, on va aller prendre l'office de ministre. Quelle est la réponse que vous donnez à ce monsieur? Mais c'est un voleur, lui. Dit ça comme ça. Pour le choquer, je l'appelle, il est voleur. Il est voleur en quoi? Il n'a pas le droit de voler le passé d'un enfant. Il y a un enfant de ministre, c'est son passé. Et lui ne va pas considérer que la vie doit s'écrouler parce que tant qu'on ne les a pas mis en situation d'égalité avec l'enfant du ministre, ça ne vaudra pas la peine. Mais donc ça veut dire que le système est juste. Mais justement, il doit intégrer que par rapport d'où il vient, c'est le cas de la plupart d'entre nous, y compris moi qui vous entretiens maintenant. Oui. Il y a quelque chose de défavorable qui se dessine après maintenant, à force d'abnégation, on peut renverser la tendance. Parce que là également, je peux vous assurer, il y a peut-être les NAM où on met souvent les gens, mais nos enfants, nous, qui sommes considérés aujourd'hui comme étant dans la classe moyenne, ils ne montrent pas les velléités à faire plus d'efforts. Hein. Ils ne font pas. Ah, papa a réussi à m'assurer ça, donc je peux pas rester. L'enfant du petit cultivateur qui sort dans un coin, il sait qu'il a tout à gagner. Voilà le genre de dynamique qui vous fait progresser. Ce n'est pas à pleurnicher de ce qu'il y a un piston qui a marché. Tous les jeunes ne pleurnichent pas, honorable. Je ne sais pas ce qu'il y a dit. Si ça peut vous éviter de continuer à pleurnicher, tant mieux. Je réussi mon coup. Et ce sera notre mot de fin. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup.
Chers téléspectateurs, c'était l'invité de la rédaction sur Dash Media, La Voix de l'Afrique. On faisait le bilan sur les sénatoriales 2023 avec l'honorable Samuel Dieudonné Motte, représentant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Douala, et également député. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une nouvelle thématique. Restez connectés pour la suite des programmes sur Dash Media, La Voix de l'Afrique. Excellente suite des programmes. À bientôt.